Merci Maxime. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour parler des Horton difficiles à traiter. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le titre est entre guillemets. Mes conflits d'intérêts en lien avec la prise en charge de ces patients. Et donc un patient difficile à traiter entre guillemets, en première réflexion pour moi c'était un chasseur normand, c'était un complotiste ou éventuellement un patient qui arrive connaissant très bien un professeur et qui arrive avec une liste d'exigences longue comme le bras. Et puis finalement je me suis dit qu'il fallait quand même que je trouve autre chose. La première chose, quand on a un patient qui ne répond pas bien à la corticothérapie, qui reste comme un traitement exceptionnel dans cette maladie, c'est que possiblement, ça n'est peut-être pas une vascularite, une artérite à cellule géante. Alors, je ne vais pas parler du Horton à BAT négative et sans preuve de vascularite, mais je vais parler même du patient avec une vascularite temporale. Ce papier du GFEV qui date de 25 ans montrait que 140 patients ayant une BAT pour une suspicion de Horton, 2 patients avaient une vascularite nécrosante. Et je pense qu'il faut savoir retourner à l'histologie. Si l'histologie n'est pas tout à fait typique d'une maladie de Horton, il faut chercher des atypies, un infiltrate polynucléaire neutrophile, de la nécrose, une atteinte des vasa vasorum, et on fait des diagnostics de vascularite nécrosante sur les artères temporales. Et donc il faut vraiment savoir retourner à ce diagnostic histologique pour confirmer définitivement le diagnostic de Horton. Je ne vais pas faire tout le listing des diagnostics différentiels, je vais parler juste du Vexas parce qu'il a le vent dans le dos en ce moment, même si pour l'instant, j'arrive pas très bien à voir quelle est la présentation clinique des patients Vexas qui ont eu une présentation de type Horton. J'imagine que c'était l'âge, le syndrome inflammatoire biologique prolongé, mais il y a des cas effectivement de vascularite qui semblent être décrits dans les papiers Princeps. Et puis sur l'histologie, on peut trouver aussi d'autres diagnostics, de l'amylose, du lymphome, des infections, du cancer. Donc là, encore une fois, savoir remettre en cause le diagnostic quand le patient n'évolue pas de manière conventionnelle. Pour parler maintenant un peu plus du sujet des patients difficiles à traiter, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les bases, parce que finalement, c'est quand même une maladie pour laquelle on est rarement mis en difficulté. Quand j'ai un patient qui est actif, que ce soit au diagnostic ou à la rechute, c'est quoi les objectifs de mon traitement ? C'est limiter les complications ischémiques initiales, la noia, les AVC, c'est soulager les symptômes et c'est contrôler l'inflammation vasculaire ainsi que la CRP et le syndrome inflammatoire biologique, que ce soit au niveau des artères céphaliques ou au niveau des gros vaisseaux si cette atteinte est présente. Si je regarde un petit peu en termes de difficulté, les deux premiers, en fait, on est rarement mis en difficulté. La corticothérapie, pour peu qu'on mette une dose suffisante, et c'est peut-être là le point difficile, c'est que les complications ischémiques, on les limite plutôt bien et soulager les symptômes, on y arrive souvent bien. L'inflammation vasculaire, ça peut être un peu plus difficile. Olivier l'a montré, au niveau des artères céphaliques, ça diminue assez rapidement. Et puis les gros vaisseaux, il l'a montré aussi avec les suivis longitudinaux des PET VAS. On a parfois un peu plus de difficultés. Et là, c'est peut-être un peu le premier élément qui ressort de ces patients difficiles à traiter, c'est que l'atteinte des gros vaisseaux, c'est peut-être quelque chose sur lequel on va avoir un petit peu plus de difficultés. Sur les objectifs à long terme, ça va être de limiter les complications vasculaires tardives, les dilatations, les sténoses, et limiter les effets indésirables liés au traitement. Et là, si je regarde un petit peu en termes de difficultés, on n'est pas très bien. Si on regarde les populations suivies prospectivement ou les études de registre, etc., on a toujours à peu près 15% de patients qui vont développer une dilatation de l'aorte ou des manifestations sténosantes sur une atteinte des gros vaisseaux. Et puis les effets indésirables de la corticothérapie, on en vient aujourd'hui de plus en plus à des stratégies d'épargne cortisonique, ce qui montre bien, encore une fois, qu'on ne fait pas particulièrement bien avec la corticothérapie et que nombre de nos patients développent des effets indésirables de la corticothérapie. Donc là aussi, deux considérations sur lesquelles on est peut-être un peu mis en difficulté. L'atteinte des gros vaisseaux, on en a parlé sur le topo juste d'avant, c'est une atteinte qui est associée à un pronostic plus mauvais. Le papier des Nantais, sur une étude monocentrique, montrait que les patients avec une atteinte des gros vaisseaux faisaient plus de rechutes. Sur un papier rétrospectif, une étude rétrospective multicentrique, on a montré que ces patients avec une atteinte des gros vaisseaux faisaient également plus de complications cardiovasculaires. C'est la courbe en rouge par rapport à la courbe des patients qui n'avaient pas d'atteinte des gros vaisseaux. Et puis ce papier dont Olivier a parlé, présenté à l'ACR, où les patients avec une atteinte des gros vaisseaux avaient un volume aortique, c'est le fond vert sur le tableau, avaient un volume aortique qui était plus important. Prospectivement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, montrer cette étude sur le plan prospectif, c'était une gageure et c'est incroyable qu'ils aient réussi à le montrer de manière prospective. Quelques considérations sur les traitements d'épargne. Actuellement, et on vient de coordonner avec Maxime la révision du PNDS et des recommandations du GFA, les deux seuls traitements pour lequel on peut se prononcer pour l'instant dans cette maladie, c'est le méthotrexate, qui n'a pas l'AMM et qui a un niveau de preuve assez faible, et dont je ne parlerai pas aujourd'hui, parce que finalement, si le patient répond bien au méthotrexate, il ne rentre pas dans la case des patients difficiles à traiter. Si le patient ne répond pas au méthotrexate, de toute manière, on le met sous tocilizumab. Donc en fait, je voudrais surtout parler des difficultés qu'on va pouvoir avoir avec le tocilizumab. Et elles sont de deux types.
Soit le patient rechute à l'arrêt du tocilizumab, et ça on a pas mal de littérature maintenant dessus, on sait que c'est à peu près un patient sur deux. Vous avez traité le patient avec le tocilizumab, vous arrêtez, un patient sur deux va rechuter. C'est moyennement une difficulté, on sait que le réinduire, remettre le tocilizumab, souvent dans 80% des cas, on arrive à remettre le patient de nouveau en rémission. Par contre, là où on est vraiment en difficulté, c'est le patient qui ne répond pas au tocilizumab. C'est le patient qui est actif sous tocilizumab, avec toutes les difficultés qui vont avec. Ce patient, je ne sais pas l'évaluer sur le plan biologique et j'ai pas de scoop, on n'a toujours pas de biomarqueur pour savoir suivre les patients traités par tocilizumab. Quelle est la valeur de certains symptômes? Les douleurs des ceintures chez quelqu'un qui a 75 ans et pour lequel j'ai pas de CRP, c'est pas facile de dire si c'est de la PPR, si c'est de la tendinopathie, de la rupture de coiffe, une sténose vasculaire des membres inférieurs qui était symptomatique initialement avec une CRP augmentée. Au suivi, il reste symptomatique, il claudique, je ne sais pas si c'est de l'athérome ou de la vascularite. Et donc on a une vraie difficulté à évaluer l'activité de la maladie chez les patients traités par tocilizumab. Et puis la valeur de l'imagerie, là aussi on ne sait pas très bien. Olivier l'a montré, sur le PET scan qui semblait être un examen extraordinaire pour suivre l'atteinte des gros vaisseaux avec le tocilizumab, finalement on revient un petit peu dessus et on voit beaucoup de repositivation du PET scan et on ne sait pas très bien interpréter ces imageries. Donc là on a vraiment un manque d'informations extrêmement net pour pouvoir mieux appréhender le suivi de ces patients. Un élément intéressant, c'est que si on revient à Jayacta, donc publié en 2017, vous vous rappelez, ce qui a permis de valider le tocilizumab, les deux courbes du haut nous satisfaisaient au plus haut point. 80% des patients avaient une rémission prolongée sans rechute à 52 semaines. Et à ce moment-là, on ne s'est pas du tout intéressé aux 20% qui n'avaient pas répondu. Il y a eu des analyses post-hoc et effectivement, il y a à peu près 20% des patients qui ne répondent pas au tocilizumab et même 14% qui étaient considérés comme réfractaires au tocilizumab. Cette même équipe de Boston a regardé sur une étude rétrospective cette fois ce qu'ils faisaient en vraie vie avec le tocilizumab et ils viennent juste de rapporter 65 patients traités en vraie vie par tocilizumab et ils ont observé également de nouveau 22% de rechute, c'est-à-dire 14 patients qui ont rechuté sous tocilizumab, avec malheureusement aucun scoop et aucune information à vous délivrer dessus sur la caractérisation de ces patients. Ils avaient des manifestations, semble-t-il, de Horton. Vous voyez, 59% avec des symptômes céphaliques, 40% avec des symptômes de PPR, que deux patients qui avaient une CRP augmentée lors de la rechute. Malheureusement, aucune information dans le papier sur le profil qu'ils avaient. Dans Jayacta, ils avaient essayé de regarder les patients qui n'ont pas répondu au tocilizumab et malheureusement le papier est très décevant. Si on regarde le sous-groupe de patients traités par tocilizumab, on n'a aucune information, il n'y a rien qui ressort pour mieux typer ces patients. D'où l'appel à projet que vous avez dû recevoir de Benjamin sur les patients qui résistent au tocilizumab. Et là, il y a une vraie question, c'est que ces patients, on ne sait pas aujourd'hui quelle est leur carte d'identité, on ne sait pas à quoi ils ressemblent. Et c'est vrai qu'il y a un énorme travail descriptif à faire pour mieux appréhender ces patients qui ne répondent pas au tocilizumab. Si on regarde un petit peu plus maintenant les patients qui rechutent à l'arrêt du tocilizumab, là on a un petit peu plus de données. Par contre, elles sont de très mauvaise qualité. On a un registre britannique qui vient juste d'être publié, 330 patients traités 12 mois par tocilizumab, et on regarde un petit peu ce qui se passe à l'arrêt. Un tiers de rechute à 1 an, la moitié de rechute à 2 ans. Et puis si on regarde à quoi est associé les rechutes plus précoces, ce sont déjà des patients rechuteurs. Bon, pas très intéressant, c'est circulaire comme raisonnement. Et par contre, on retrouve l'atteinte des gros vaisseaux comme associée au risque de rechute à l'arrêt du tocilizumab. C'est ce qu'avait montré également l'équipe suisse de l'essai de phase 2, où effectivement les patients à l'arrêt du tocilizumab rechutaient plus quand ils avaient une atteinte des gros vaisseaux. On a aussi un registre espagnol qui a énormément grandi. L'année dernière, il y avait une centaine et quelques de patients. Là, ils viennent de présenter un poster à l'ACR. Ils ont 471 patients traités par tocilizumab, malheureusement avec des données que je trouve assez difficiles d'interprétation. 15% de rechute à l'arrêt du tocilizumab, ça me semble assez peu par rapport à ce qu'on voit dans les autres études. Et puis là aussi, des caractéristiques qui ne sont pas très intéressantes. Ça semble être des patients qui étaient déjà rechuteurs, ils avaient plus de 10 MARDS. L'information concernant le tocilizumab intraveineux, je ne sais pas quoi faire de cette information. Et puis l'utilisation plus courte de tocilizumab, c'est vrai, les patients qui rechutaient avaient reçu que 4 mois en médiane de tocilizumab, ce qui est en pratique pas ce qu'on fait. Donc là aussi, pas d'éléments très probants pour pouvoir dire qui sont ces patients qui vont rechuter. Une approche très intéressante, ça vient d'être présenté la semaine dernière à l'ACR, en dernière journée. L'équipe de Peter Grayson, NIH, a montré ça. Vous connaissez un petit peu la signalisation, enfin la voie d'activation de l'IL6. Ça peut s'activer soit sur le récepteur membranaire qu'on trouve plutôt sur les hépatocytes et leucocytes et qui plutôt intervient dans une réponse physiologique, et la fixation de l'IL6 sur son récepteur soluble qui lui est plus impliqué dans les phénomènes pathologiques. On sait qu'il existe un polymorphisme de ce récepteur de l'IL6 qui fait que lorsqu'il est présent,
on a une augmentation de la solubilité du récepteur de l'IL6 et donc une augmentation de l'IL6 récepteur soluble. Et l'équipe de Peter Grayson a montré chez des patients Horton que ces patients qui avaient un récepteur soluble porteur du polymorphisme avaient effectivement un taux sanguin d'IL6 récepteur augmenté. Et lorsqu'ils faisaient des analyses ex vivo, ils voyaient qu'il y avait effectivement une activation du lymphocyte, notamment le leucocyte CD4+, nettement plus importante lorsqu'ils étaient porteurs du polymorphisme. Et en termes également de signature cytokinique, ce sont des patients qui avaient un taux d'IL-17 qui était plus important. Et l'élément intéressant, c'est que s'ils regardent un petit peu comment ces patients ont répondu au tocilizumab, les patients qui n'étaient pas porteurs du variant répondaient dans 100% des cas au tocilizumab. Si par contre ils étaient porteurs du variant, on avait 30% des patients qui ne répondaient plus. C'est préliminaire, ça n'est pas encore publié, il n'y a pas beaucoup d'effectifs, donc voilà, on ne peut pas en dire grand-chose pour l'instant. C'est néanmoins une approche assez intéressante et je ne l'ai pas montré sur le profil clinique des patients parce qu'il y a une petite discordance entre l'abstract publié sur le site de l'ACR et ce qu'ils nous ont présenté à l'oral. Mais il semblait montrer que les patients qui répondaient moins bien au tocilizumab étaient également des patients qui avaient plus d'atteinte des gros vaisseaux. Donc à prendre encore une fois avec des pincettes, mais c'est une approche que je trouve assez intéressante. Qu'est-ce qu'on fait finalement quand le patient ne répond pas au tocilizumab? Il faut rappeler que les alternatives au tocilizumab, on va les utiliser s'il y a une contre-indication au tocilizumab. Et puis, les échecs du tocilizumab que je caractériserais comme l'impossibilité d'arrêter ou maintenir une dose de corticoïdes inférieure à 5 mg. Je rappelle que l'intérêt du tocilizumab, c'est l'épargne cortisonique, ce n'est pas l'efficacité, c'est clairement pouvoir arrêter précocement les corticoïdes. C'est un patient qui a une activité clinique persistante malgré le traitement. C'est une progression ou une nouvelle atteinte sur les gros vaisseaux et c'est un effet indésirable qui ne permet pas de maintenir le traitement. L'élément important, c'est tout ce que je dis maintenant, on est complètement RAMM, donc ça vaut ce que ça vaut. Est-ce qu'on peut associer le méthotrexate au tocilizumab? On a quelques éléments de réponse, toujours le registre espagnol, où ils ont comparé 52 patients qui ont reçu les 2 traitements versus la monothérapie. Les patients avec le combo, c'était des patients un peu plus jeunes avec plus d'atteinte des gros vaisseaux, et globalement, ça ne fait pas mieux. Le seul élément qui ressort, c'est que les patients qui reçoivent le combo ont une survie sans rechute un peu plus prolongée, mais à terme, ils rechutent autant que les patients qui ont reçu le toci tout seul. Donc c'est pas formidable. Et la seule information intéressante, c'est que sur le plan des effets secondaires, il n'y a pas plus d'effets secondaires chez les patients traités avec le combo. On est encore une fois sur une étude de registre rétrospective, avec toutes les limites que ça implique. Premier traitement qu'on pourrait proposer maintenant en alternative au tocilizumab, c'est probablement le secukinumab, l'anti-IL-17A. Vous savez qu'il vient de paraître l'essai de phase 2 Titane, qui est évalué avec 2 bras de traitement. Un bras à l'essai 26 semaines de corticoïdes, du secukinumab 300 mg, 4 injections, puis une injection toutes les 4 semaines, et un groupe placebo avec une décroissance de corticoïdes de 26 semaines. C'est à peu près le même design qui était utilisé dans Jayacta, avec néanmoins 4 bras dans Jayacta. Le résultat est positif, c'est-à-dire que les patients, à 52 semaines, ceux qui reçoivent encore le secukinumab ont une survie sans rechute nettement meilleure que ceux qui n'ont pas reçu le secukinumab et qui avaient que le placebo. Cette différence, on l'observe dès la 28e semaine et elle persiste à 52 semaines. En termes de safety, on observait majoritairement une hypertension artérielle, mais en fait il y en avait autant dans le groupe placebo et un peu plus d'infections, notamment des rhinopharyngites. Il y a eu 2 infections qui ont nécessité des antibiotiques dans le groupe. J'ai oublié de dire, mais il y a 52 patients qui ont été randomisés. Je ne parle pas des doses cumulées de corticoïdes, le résultat est pas incroyable et en même temps les données n'étaient pas vraiment interprétables sur cet essai de phase 2 et c'est pour ça qu'il y a actuellement l'essai de phase 3 qui est en cours, J-Captain, auquel vous participez certainement et qui pour le coup va étudier plusieurs schémas de secukinumab et dont le bras contrôle de corticothérapie est très intéressant puisqu'il est à S52, 52 semaines, ce qui est en pratique ce qu'on fait dans notre pratique. En termes de données de sécurité, par contre, dans le psoriasis où le traitement est énormément utilisé, on a des très très bons profils de tolérance et voilà, c'est plutôt des données qui sont assez encourageantes pour pouvoir utiliser le traitement lorsqu'on ne peut pas utiliser le tocilizumab. Faire un petit mot sur les inhibiteurs de JAK. On a 2 études en cours qui viennent toutes les deux, enfin qui sont toutes les deux finies. Un essai industriel à AbbVie, 420 patients avec le lupadacitinib qui ont fini les inclusions, on n'a pour l'instant aucun résultat. Et puis l'essai sur le baricitinib, qui était une étude ouverte sur 52 semaines, incluant 15 patients, avec des patients exclusivement en rechute qui recevaient 4 mg de baricitinib et 3 régimes différents de corticothérapie, soit 10, soit 20, soit 30 mg, avec un protocole de décroissance accélérée de la corticothérapie en 15 semaines, 22 semaines ou 30 semaines selon la dose initiale. A noter que 13 des 15 patients étaient vaccinés contre le VZV, c'est important pour la suite.
Le critère principal était obtenu puisqu'à S52, 13 des 14 patients étaient en rémission prolongée. 14 patients, parce qu'il y en a un qui n'est pas arrivé au terme de l'étude, étaient en rémission sans corticoïdes. Et à S66, 12 semaines après l'arrêt du baricitinib, 4 patients avaient rechuté. Là où il y a plus de considération sur le traitement, c'est en termes de safety, en termes d'infection. Tous les patients avaient des effets secondaires et les infections étaient nombreuses. Il n'y a pas eu de VZV, mais parce qu'ils étaient vaccinés. Nous, en France, c'est une considération à avoir parce qu'on n'a pas encore le vaccin sur le VZV. Et clairement, c'est une préoccupation à avoir, les récurrences zostériennes. Et puis vous en avez entendu parler l'année dernière, ce coup de semonce qui est un petit peu sur l'utilisation des anti-JAK avec un risque accru de cancer, un risque accru d'événements cardiovasculaires majeurs dans une énorme étude de polyarthrite rhumatoïde comparant le tofacitinib à des anti-TNF. Sur une analyse post-hoc, 2 éléments sont ressortis comme associés au risque de développer ces événements majeurs. C'est un âge supérieur à 65 ans ou avoir déjà fumé. Et lorsqu'on applique ce critère à toute la cohorte, vous voyez que le hazard ratio, si on a plus de 65 ans ou qu'on a déjà fumé, on a un hazard ratio qui se décale sur la droite avec une augmentation du nombre de cancers, d'événements cardiovasculaires majeurs, d'infarctus du myocarde, de phlébite ou de mortalité toutes causes confondues. Par contre, si on est négatif pour les deux, le risque il est le même que dans le groupe anti-TNF alpha. Et donc, si on ne peut pas donner de recommandation dans l'artérite à cellules géantes, on peut au moins s'appuyer sur cette analyse et déconseiller d'utiliser les JAK inhibiteurs chez les patients de plus de 65 ans ou qui ont déjà fumé. Et en fait, un élément intéressant, et c'est aussi une piste de réflexion, c'est qu'on sait que l'atteinte des gros vaisseaux, c'est plutôt une atteinte du sujet jeune, qu'on trouve en tout cas chez des patients plutôt jeunes. Et c'est vrai qu'il y a quelques rapports de cas d'atteinte à des gros vaisseaux traités efficacement par anti-JAK. Donc voilà, mais méfiance vraiment sur le risque infectieux, cancer et complications cardiovasculaires. Je finirai en parlant de l'ustekinumab, un anti-IL-12, IL-23, pour lequel on a eu 2 essais prospectifs ouverts. Un premier en 2018 dans une équipe irlandaise qui était pas mal. Il y avait une baisse des corticoïdes dans le groupe à l'essai, peut-être une efficacité assez intéressante sur les gros vaisseaux. Et il y a eu surtout un essai plus récent de 10 patients, et l'essai a été arrêté en fait précocement parce que 7 des 10 patients ont rechuté, et donc concluant à l'inefficacité de l'ustekinumab dans cette population. Un élément important à garder en tête, c'est que l'ustekinumab a une cinétique d'action qui est lente, et dans les 2 protocoles, le schéma de décroissance de la corticothérapie était à l'américaine sur 24 semaines. Donc si vous mettez un traitement qui met du temps à agir avec une décroissance accélérée de la cortisone, ça défavorise le traitement à l'essai, et probablement on a jeté l'ustekinumab peut-être un peu trop vite. C'est pour ça que les Dijonnais ont conduit l'étude Ultra, un PHRC régional qui vient de se terminer en termes d'inclusion, pour lequel on n'a pas encore les résultats, mais qui sera intéressant parce que le schéma de décroissance de la corticothérapie était plus long. Et possiblement l'ustekinumab, ça peut être une donnée aussi assez intéressante, c'est que c'est un médicament qui est très bien toléré. On a beaucoup de données dans les maladies inflammatoires du tube digestif, et en termes de tolérance, ça passe très bien. Toute dernière slide sur l'abatacept, juste pour dire, parce que c'est un médicament qui est beaucoup utilisé par nos collègues de rhumatologie, il n'y a pour le moment pas de place pour l'abatacept dans le Horton. On a un essai de phase 2 qui n'est pas très intéressant, une significativité qui est proche de la non-significativité, et un phase 3 qui est en cours, qui a beaucoup de mal à inclure. Donc pour l'instant, pas de place pour cette biothérapie. En conclusion, un patient à artérite à cellules géantes difficile à traiter, c'est reconsidérer le diagnostic. C'est, si pas de contre-indication, avoir au moins reçu du tocilizumab. Si contre-indication au tocilizumab, on va pouvoir envisager les autres solutions. Il n'y a pas de caractérisation précise pour l'instant du patient en échec du tocilizumab, peut-être l'atteinte des gros vaisseaux, mais clairement on a besoin de mieux caractériser ces patients, et clairement on a besoin également de mieux savoir évaluer l'impact du tocilizumab, notamment sur les complications vasculaires. Les alternatives au tocilizumab, le méthotrexate, ça reste le traitement historique utilisé en épargne, avec les limites qu'on lui connaît. Les anti-IL-17A, probablement en première intention. Les anti-JAK, c'est une population sélectionnée de moins de 165 ans et non-fumeurs. Et l'ustekinumab, qui peut être effectivement le dernier joker qu'on peut utiliser chez ces patients. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Hubert. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être avant que les mains se lèvent, en cas d'intolérance au toci, tu ne nous as pas parlé du sarilumab, où il y a un essai qui a avorté avant la fin, mais où il y avait quand même dans le papier qui est paru récemment quelques signaux d'efficacité. Est-ce que s'il y a intolérance au toci, il peut y avoir un intérêt à passer au sarilumab, ou est-ce que c'est dangereux ou inutile?
C'est une très bonne question et je ne sais pas répondre. L'essai dans l'artérite acélégeante avait été interrompu et je ne sais pas effectivement chez les patients chez qui il y a une contre-indication ou une intolérance du TOSI s'il y a un bénéfice à l'utilisation du sarilumab. Je ne sais pas. Et en cas de résistance au TOSI, qu'est-ce que tu penses de l'endoxan ? Je dirais que je reprendrai en considération l'âge en premier et ce que nous présentait Noémie tout à l'heure, l'état du patient. Je pense que ça peut se discuter exceptionnellement sur des patients qui sont 1 ou 2 là, sur l'échelle d'état général. On avait fait un travail sur l'endoxan rapportant des cas. Ça fonctionne au prix d'une tolérance qui est vraiment mauvaise chez les patients âgés. Ils s'infectent beaucoup, c'est compliqué. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'ère de toutes les biothérapies qui sortent, c'est vrai que l'endoxan, je ne l'utiliserai plus maintenant. Baptiste Chevet, rhumatologue à Brest. Merci pour la présentation, c'était hyper clair. Est-ce que les idées du protocole Gusto, ça veut dire vraiment mettre des gros bolus de méthylprédnisone au début et après avec une grosse décroissance des corticos, on a totalement abandonné l'idée ou pas? Non, c'est une excellente question. Alors Gusto, pour ceux qui ne connaissent pas, on fait 3 bolus de solumédrol et on arrête totalement les corticoïdes et on ne fait que du tocilizumab. Initialement en IV pour atteindre un plateau de concentration suffisant et après relais par toci sous cuta. L'essai était décevant pour 2 raisons. Le premier, c'est qu'on s'est rendu compte que la rémission avec le tocilizumab tout seul, ça met plus d'1 mois à survenir. Et le problème, c'est que dans l'essai, il y a un patient qui a fait une noia. Donc globalement, ça témoigne bien qu'à la phase initiale, on ne peut pas se passer de corticoïdes, notamment pour prévenir les complications ischémiques. Par contre, là où ça a ouvert les portes à probablement des changements un petit peu de traitement, c'est que l'équipe de Stone vient juste de sortir dans l'Ancet Rheumatol le même protocole où ils mettent que 8 semaines de corticoïdes. Et globalement, l'essai est positif. C'est-à-dire que les patients n'ont reçu que 8 semaines de corticoïdes, du tocilizumab, et on se retrouve de nouveau à S52 avec un taux de rémission très important dans le groupe tocilizumab. Il faudra voir ce qui se passe derrière, parce qu'il est fort à parier, dès qu'on va arrêter le tocilizumab, on a la moitié qui vont rechuter. En tout cas, ça ouvre la voie quand même à un changement de mentalité en se disant, non, sur les patients qu'on traite par corticoïdes plus un traitement d'épargne, on peut probablement mettre des traitements, des corticothérapies beaucoup plus courtes. Dans le PNDS sur lequel on a travaillé avec Maxime, on va recommander, après discussion avec tous les groupes d'experts, que quand on met en place le tocilizumab, l'objectif c'est d'essayer d'arrêter les corticoïdes dans les 6 mois qui suivent. Et c'est vrai que là on a vraiment changé de mentalité sur le sevrage des corticoïdes chez les patients avec un traitement d'épargne. C'est vrai que ces deux essais de courte corticothérapie, ceux de l'équipe américaine avec les 8 semaines et Gusto avec 3 bolus, on a l'impression qu'il y a des résultats qui sont contradictoires. J'ai eu l'occasion de discuter avec les Suisses qui ont fait Gusto à San Diego, à la CR. Et en fait, la fameuse noia qui est survenue dans Gusto, ils ne sont pas tout à fait sûrs que c'était une noia artéritique. Voilà, il y avait peut-être finalement plus d'athérome que de vascularite. Ce n'est pas si évident que ça. Donc effectivement, la porte n'est pas fermée aux ultra-courtes corticothérapies. Y a-t-il d'autres questions ? Eh bien, encore merci Hubert, c'était extrêmement clair, extrêmement brillant.